Et ça part sur des pâtes à la courge rôtie. C'est parfait pour l'automne, super crémeux et tellement coquin. Bonjour, aujourd'hui une vidéo qui ouvre l'appétit. Publiée sur le réseau TikTok, cette recette de pâtes végétariennes a été visionnée près de 4 millions de fois en 4 mois. La cuisine, qui connaît un grand succès à la télévision depuis des décennies, nourrit aujourd'hui les réseaux sociaux. Partager une recette ou photographier son assiette y est devenu courant. Pourquoi une discipline aussi sensorielle connaît-elle un tel succès à l'écran? Comment son image a-t-elle évolué au fil du temps? On commence par couper une butternut en deux. Attention, c'est pas évident. On retire les graines, un petit quadrillage pour une cuisson encore plus savoureuse. Une courge, des ustensiles, des gestes précis qui s'enchaînent, nous voici en pleine recette de cuisine. La vidéo dure 1 minute pile. 1 minute pour élaborer un plat, ici des pâtes à la courge rôtie. Postée sur le réseau social TikTok, la vidéo est filmée à la verticale, en mode subjectif. Cette manière de filmer la cuisine, c'est la recette privilégiée de certains réseaux sociaux. Sur Instagram ou TikTok, les ingrédients sont toujours les mêmes. Des gros plans, un montage rapide, des vidéos qui durent généralement 1 minute, filmées en POV, point de vue en français. Ainsi, on ne voit quasiment jamais le cuisinier, mais uniquement ses gestes. La plupart du temps, ce dernier intervient au début de la séquence ou à la fin, en train de goûter son plat. Et parfois, il n'apparaît pas. Notre vidéo a été postée sur le compte TikTok de Woogies, suivi par plus de 560 000 abonnés. La pastille bleue nous informe que ce compte est certifié par TikTok. À côté, la date de publication, le 3 octobre 2022. Woogies, le cuisinier et auteur de cette vidéo, n'apparaît dans cette séquence qu'à la 3e seconde, en arrière-plan d'abord, puis face à la caméra. Pas de tablier ni de toque, une tenue lambda, en casquette et gilet. Sa présence à l'image dure moins de 2 secondes. En effet, dès que la recette démarre, au bout de 5 secondes, on ne voit plus que ses mains. Plan de travail en bois, ustensiles communs, nous sommes apparemment dans une cuisine ordinaire. Le montage est rapide, chaque plan ne dure qu'1 ou 2 secondes. Certains sont même accélérés, tout s'enchaîne très vite, les images comme la voix qui les accompagne. On retourne tout ça, oui, l'ail aussi. Et 45 minutes à 180. C'est parfaitement cuit. Autre code visuel fréquemment utilisé, commencer par la fin, lorsque le plat est achevé, prêt à être dégusté. Les 3 premiers plans de notre vidéo sont d'ailleurs réutilisés à la fin de la séquence. Avec près de 4 millions de vues en 4 mois et plus de 20 000 partages, sa recette de pâtes à la courge rôtie est un succès. Si toutes les recettes n'obtiennent pas les mêmes scores, elles témoignent de l'appétence du public pour ce genre d'exercice. Le hashtag TikTokFood, qui réunit la plupart des recettes, approche d'ailleurs les 100 milliards de vues. Comment se démarquer dans l'univers ultra concurrentiel des vidéos de cuisine? Hugo, alias Woogies, créateur français de contenu culinaire, est un cuistot amateur. Il nous dévoile ici la recette de ses recettes. Cette vidéo, je l'ai postée sur toutes mes plateformes, donc tous mes réseaux sociaux. D'abord sur Instagram et TikTok, sur ces plateformes-là qui respectent le format vertical. Et elle a explosé très vite. Je cherchais un peu une recette qui permette de mettre la courge en avant, qui soit à la fois visuelle, bonne. Donc le côté orangé me paraissait pas mal. Je filme mes recettes depuis un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai la chance d'être accompagné de ma compagne qui filme toutes mes vidéos. L'idée, c'est évidemment commencer par la réflexion de la recette. Derrière, on l'écrit un peu parce que il faut forcément que ça tienne en 1 minute max. Ensuite, on filme. Donc là, il faut effectivement qu'il fasse jour, vu qu'on filme en lumière naturelle. Donc on s'installe dans la cuisine avec l'ensemble des ingrédients. Et derrière, l'idée, c'est de tourner tous les plans et surtout d'avoir l'élément principal vraiment au centre de l'écran. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui intéresse réellement les gens, c'est de comprendre comment cuisiner, et le format vidéo est incroyable pour ça. C'est que du coup, on est vraiment très macro, quoi. On arrive à être sur des plans très serrés sur les mains, comprendre la position des doigts, du couteau, etc. Je monte sur mon ordinateur portable. Comme on est toujours limité par le temps, c'est une contrainte créative qui est assez cool, mais ça permet de se dire que notre ligne de montage, elle dure 1 minute, et que derrière, il faut organiser l'ensemble des étapes de la recette dans cette vidéo-là. Finalement, ça fait des vidéos qui sont très denses, et il faut essayer de se dire quelles sont les étapes qu'on peut supprimer, quelles sont celles sur lesquelles on peut aller beaucoup plus vite. Derrière, il y a la dernière étape de la voix off, qui est
un appui génial sur les vidéos pour raconter ce qu'on est en train de faire, mettre en avant ou de parler un peu plus du produit ou de mettre quelque chose qu'on voit pas forcément ou qu'on ressent pas à l'écran. Les odeurs, dire que là on va commencer à avoir ces odeurs de caramel, etc. Maintenant, on va faire chauffer un peu de beurre avec du piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. Dès qu'il mousse, c'est prêt. Moi, mes inspirations aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de chefs. Pour moi, le meilleur, c'est Joshua Weissman. En fait, il est chez lui, dans sa cuisine, et il montre comment, avec quelques produits, quelques techniques, on peut faire des trucs géniaux. Ce qui m'inspire d'autres, c'est Chef's Table, qui est une série documentaire Netflix. Un épisode égale la présentation d'un ou une chef. C'est quelque chose que je re-regarde encore beaucoup chaque jour pour m'inspirer en termes de musique, en termes de voix off, en termes de présentation des plats, des ingrédients. Je vois beaucoup de commentaires. Si les gens commentent, c'est qu'il y a de l'intérêt. Si les gens enregistrent la recette, ça c'est l'un des éléments principaux pour les réseaux sociaux. Le fait que ce soit des pâtes, c'était cool pour les gens parce que c'est une recette qui est facilement reproductible avec des produits qu'on peut retrouver partout. Aujourd'hui, il y a une vraie différence entre télé et digital sur un point, c'est que la télé, le public ne pouvait pas interagir avec. Là où aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a une prise directe. Et donc, le retour, il est instantané. Et si, par exemple, je fais une erreur sur une recette italienne, j'ai toute la communauté italienne qui peut débarquer pour me dire qu'il n'y a pas de parmesan dans les cacio e pepe parce que c'est une recette romaine et que du coup, on est sur le pecorino. Donc, il y a un vrai échange qui se crée. Et la cuisine, c'est ça, c'est la co-création. Historienne, spécialiste de l'histoire culturelle et de l'histoire des médias, Evelyne Cohen a étudié les émissions culinaires à travers les époques. De l'ORTF, les débuts de la télévision française, aux réseaux sociaux, elle raconte comment la représentation de la cuisine à l'écran va de pair avec la mutation de nos sociétés. L'histoire de la cuisine à l'écran commence pour la France dans les années 50. Raymond Oliver fait une émission quotidienne qui précède le journal télévisé, qui est vraiment, à l'époque on parle de la messe du 20h, hein. Donc c'est très rituel. C'est à la fois un programme justement, on peut dire, d'information, d'éducation, de distraction. C'est l'idée qu'on va démocratiser un art qui est l'art culinaire. Et puis, au tournant des années 68-70, les émissions culinaires sont pas tellement à la mode. Il y a quand même aussi la lassitude d'un certain nombre de formats. Et puis, il y a aussi peut-être l'émergence du féminisme. Ça va revenir ensuite, les émissions culinaires, à partir des années 70, avec le fils même de Raymond Oliver, qui s'appelle Michel Oliver. Et donc, ça correspond effectivement à un tournant vers des plats beaucoup plus allégés, ce qu'on appelle la cuisine de bistrot. Et puis après, une autre phase, qui est véritablement une phase qui s'ouvre avec les années 80-90, la cuisine des mousquetaires. Oh, il est bon, il est gros, il est beau, il est magnifique, viens mon petit. Maïté et Micheline, elles cuisinent une cuisine de terroir qui, elle, allait, on peut dire, du producteur au consommateur, qui égorgeait des canards, etc. Elles faisaient toutes les opérations devant les téléspectateurs et elles ont eu un franc succès. Ça se passe pendant les années de la décentralisation en France. Et ça correspond quand même à ce que on considère en histoire comme l'émergence du souci du patrimoine. Enfin, dernière phase, les années 2000, ce sont les émissions que l'on trouve d'ailleurs encore aujourd'hui, hein. Top Chef, Master Chef, Oui Chef. Il y a toujours un langage militaire qui concerne la cuisine, ce qu'on appelle les brigades. Un esprit de discipline, de compétition. Il y a une dimension morale qui est très forte, où on y arrive bien si on se comporte bien. On peut dire que dans l'histoire des émissions culinaires, l'intérêt pour le produit, qui est central aujourd'hui, c'est vraiment accentué, développé. Si on regarde donc la confection d'un plat sur TikTok, les gens attendent de plus en plus à ce que leur sens soit mobilisé.
D'une part, sur le plan visuel, c'est-à-dire que l'esthétique du plat, elle compte. Ça va être extrêmement suggestif et donc on pourra même avoir l'impression, si vous voulez, de goûter, de sentir. C'est aussi tout un mouvement vers l'intime. C'est quelque chose qui concerne vous de façon privée. On peut considérer que les médias sociaux sont des vecteurs de sensibilité. Et notre époque, elle est extrêmement ouverte justement à cette question. Ce qui est remarquable, c'est que la cuisine finalement circule de médias en médias et suit l'histoire des médias eux-mêmes. Des concours de cuisine aux recettes TikTok d'amateurs, filmer la nourriture est plus fédérateur qu'on ne pourrait le penser. Cuisiner n'est pas seulement un geste nourricier, cela permet de résister à l'isolement et à l'anxiété ainsi que les confinements l'ont montré. La cuisine devient un rempart contre l'adversité, mais fait aussi office d'agora réunificatrice. C'est l'un des rares domaines où les opinions opposées s'expriment sans agressivité. Peu importe que chacun défende sa version d'une recette. La cuisine à l'écran a une autre fonction, nourrir l'âme en misant sur le plaisir. C'était une enquête de Sandy Dubois pour le Dessous des images. Salut à tous.